après la guerre, nos parents nous chantaient des berceuses quand on allait coucher. Moi, je suis né en 1922, donc 4 ans après la guerre. Mon fils, il y a bien longtemps, un petit pays vivait sans entrave. Mon fils, il y a bien longtemps, un petit pays vivait en chantant. Et le roi de ces riches provinces était un père plutôt qu'un prince, comme vertu ayant du cœur et comme devise un seul mot, l'honneur. Un jour, un empereur voisin qui d'un autre peuple enviait la terre, un jour, un empereur voisin vint trouver le roi et lui dit « Cousin, il faut que mon rêve s'accomplisse, laisse-moi passer, sois mon complice. » « Jamais, lui dit le roi alors, il faut avant tout me passer sur le corps. » Je m'appelle Edmond Démon. Je suis lavérois. J'ai combattu pour la Belgique en 1914. J'ai été tué lors de l'explosion d'un dépôt de munitions en 1917 près de Dixmude. J'avais promis à mon épouse, Marie, de rentrer au plus vite. Je m'appelle Maurice Hayet. J'habite le Vorval. Je suis le premier enfant d'Adeline et Auguste Hayet. J'ai attrapé la tuberculose dans les tranchées et j'en suis mort en 1916. Je m'appelle Gustave Martin. J'ai combattu pour la Belgique en 1914. On a retrouvé mon corps sans vie le 25 janvier 1918. Je suis mort d'une balle dans la tête. Je m'appelle Hubert Frépon. J'ai combattu en 1914 pour la Belgique. J'étais Levervalois. J'ai été tué à Warloes, près de Anvers. J'étais âgé de 21 ans. Le 4 août 1914, l'armée allemande décide de traverser la Belgique pour se rendre en France et prendre les troupes françaises à revers. D'abord, ils vont commencer par passer par la ville de Liège. On va voir alors lieu une résistance héroïque de la part de l'armée belge. L'armée allemande va directement pouvoir prendre le dessus sur l'armée belge en détruisant les forts de Liège grâce à leur artillerie lourde. Ensuite, ils vont se rendre sur la ville de Namur. La ville de Namur était considérée comme une ville stratégique grâce notamment à ces lignes de chemin de fer qui pouvaient servir au ravitaillement des troupes allemandes en France. Ensuite, ils se sont rendus à la ville d'Anvers, car celle-ci est aussi une ville stratégique notamment grâce à son port. Le 21 août. Depuis le début du mois, les Allemands n'ont cessé de progresser et sont à présent aux portes de Charleroi. Un premier escadron de cavalerie du 15e régiment de hussards fait une première incursion dans Charleroi, où ils sont accueillis par les tirs du 119e régiment d'infanterie française. Surpris, les Allemands se replient au nord de la ville. 22 août. Les Français sont déployés au sud de la Sambre, entre Maubeuge et Namur. La Sambre ne semble pas un obstacle bien difficile pour les Allemands. Peu profonde, équipée de nombreux ponts, ils passent partout sans rencontrer de grosses difficultés. L'ordre d'avancer est donné aux troupes du Kaiser. Les premiers coups de feu sont tirés porte de Waterloo. Rapidement, les Allemands sont en ville. Mais comme partout où ils passent, ils sont sur leur garde. Pour éviter les ripostes d'éventuels francs-tireurs embusqués, ils mettent systématiquement le feu aux bâtiments des grandes artères qu'ils traversent.
Charleroi, 155 immeubles furent ainsi détruits et 42 civils périrent dans ces incendies ou furent abattus en tentant de fuir. Au matin du 23 août, Charleroi fume encore des incendies allumés la veille. L'Overval sert de lieu de ressourcement pour les bourgeois, donc une conséquence de l'industrialisation. Les bourgeois qui sont fatigués par la ville viennent en campagne pour se reposer et avoir de l'air frais. Les technologies développées durant la guerre servent à aider dans la vie de tous les jours. Par exemple pour le secteur agricole où les chars sont démontés et les pièces utilisées pour construire des tracteurs. Je m'appelle Louis de Mérode. Je suis le fils du comte de Mérode, propriétaire du château de l'Overval. J'appartiens à l'aristocratie belge. Mon titre de noblesse m'a permis d'être officier durant la guerre. La présence des Allemands au château, ça voulait dire également des restrictions. Ça voulait dire que les civils, toute la vie communale, toute la vie des gens a été complètement transformée. Donc c'est à partir de là que on peut à ce moment-là mettre en place refaire un petit peu le puzzle de tout ce qui s'est passé. Quand les Allemands ont débarqué en 1914, la Belgique importait environ 3/4 de ses marchandises, ce qui a créé un réel problème dû à l'embargo mis par les Allemands et les Anglais. Donc il a fallu rapidement trouver une solution parce que la famine arrivait. Des hommes politiques comme Herbert Hoover et des scientifiques comme Solvay ont créé un système de ravitaillement mondial qui passait par la Hollande, dont les marchandises venues du monde entier étaient distribuées après dans toute la Belgique, dans différents points. Ce système a duré toute la guerre et après les fonds réunis ont servi à rebâtir la Belgique et les autres pays d'Europe. À partir de 1912, l'armée est réorganisée, donc ça veut dire que des soldats vont être mobilisés en plus. Mais l'armée n'avait pas prévu cette guerre de 1914, donc seulement plus ou moins 100 000 hommes étaient mobilisables. Dans l'armée belge en 1914, il y avait 6 divisions d'armée de terre et une division de cavalerie. Il y avait 13 grades allant de simple soldat à lieutenant général, et ils correspondent plus ou moins au grade de l'armée d'aujourd'hui. Je m'appelle François Charlier, je suis l'Overvalois. J'occupais le poste de capitaine dans le 11e régiment de ligne. Je m'appelle Noël Dufer. Mes parents m'ont appelée Noël car je suis née le jour de la Noël de l'année 1886. J'ai défendu la position fortifiée d'Anvers avec l'armée belge en automne 14. Le 10 octobre, la ville est tombée aux mains des Allemands et j'ai été fait prisonnier. Je m'appelle Louis Neuret. Je suis l'Overvalois. Je suis né le jour du Muguet, le 1er mai 1882. J'étais canonnier dans l'armée belge et j'ai défendu le fort de Marchevelette à Namur. Je m'appelle Julien Blémont. Je suis l'Overvalois. J'avais 16 ans lorsque la guerre a commencé. Je me suis engagé pour défendre ma patrie. Je m'appelle Alphonse Weimers. Je suis l'Overvalois. J'ai combattu durant la guerre 1914 pour la Belgique. J'ai reçu une balle dans le ventre dont je garde de méchantes séquelles. Le conflit de la Première Guerre mondiale était attendu depuis plusieurs années. Les nations se sont donc lancées dans une course à l'armement qui consiste à s'équiper des technologies les meilleures dans les temps les plus rapides. C'est donc la première guerre industrielle, puisque les machines prennent le dessus sur l'homme. Cette guerre est qualifiée de guerre moderne. De nombreuses nouveautés sont apparues au niveau de l'armement, que ce soit dans les armes légères, dans les armes chimiques. Les chars d'assaut et les premiers combats aériens ont fait leur apparition durant cette guerre. On peut noter également de nombreuses améliorations au niveau de l'artillerie.
L'artillerie a causé 7 morts sur 10 au niveau de la Première Guerre mondiale. Les Allemands ont anticipé une guerre de position, ont donc préféré utiliser une artillerie de type lourde, comme la Grosse Bertha, et les Français des canons 75, puisqu'ils prenaient plutôt une guerre de mouvement, où l'artillerie pouvait suivre l'infanterie. C'est donc une guerre moderne, où l'industrialisation a pris le dessus sur Je m'appelle Victor Brachotte, je suis Levervallois. J'étais maréchal de logis dans le 1er régiment de carabiniers. J'ai survécu à l'enfer. Je m'appelle Louis Willem, je suis Levervallois. Je suis un artiste peintre reconnu dans la région de Charleroi. J'ai combattu pour la Belgique en 1914. Je m'appelle Marcel Stillemont, je suis Levervallois. J'ai combattu pour la Belgique en 1914. Avant le début de la guerre, j'étais légionnaire dans l'armée française. Je m'appelle Paul Marsimi. Le 5 mars 1917, j'ai été condamné à 4 jours de prison pour avoir critiqué mes supérieurs dans une lettre adressée à ma famille. Je m'appelle Gaston Lambotte. Je suis né le 5 août 1892 dans une famille modeste. Mon père était mineur. J'ai participé à la bataille de Namur, à la défense d'Anvers et j'ai combattu sur le front de l'Isère. Les blessures sont provoquées par des attaques de gaz et essentiellement par l'artillerie, soit par accident, soit volontairement. Quand les soldats sont tombés au front, ils sont évacués et répartis en 4 types. Les intransportables, les inévacuables, les évacuables vers les zones des étapes et les évacuables vers l'intérieur. Les médecins de l'époque ont très peu de connaissances sur la plaie de guerre qui s'infecte dès la 6e heure et qui, dans les cas les plus graves, nécessite une amputation sans anesthésie du membre mutilé. Grâce à la guerre de position, l'appareillage des membres amputés est facilité. Pour les fractures, la radiologie découverte par Marie Curie a été très importante dans leur prise en charge et a donné naissance à 2 types de soins, l'immobilisation temporaire et la traction en suspension. Les gueules cassées sont des soldats grièvement blessés au visage qui ont donné naissance à la chirurgie esthétique réparatrice. Les soldats gazés, quant à eux, ont des séquelles à vie et peuvent en décéder bien des années plus tard. Les soldats blessés sont pris en charge par le service de santé, la Croix-Rouge et les hôpitaux, ainsi que les ambulances et les postes de secours. Je m'appelle Maurice Dollen, je suis agriculteur à la ferme Château de Leverval. Dans les tranchées, je n'ai cessé de penser à mes prés, à mon verger et à mes bêtes. Je m'appelle René Eckhout, je suis Levervallois. J'ai été soldat dans le 24e régiment de ligne. Voilà, donc j'ai travaillé sur la résistance en 14-18. Donc il faut savoir qu'il y a 2 types de résistance, la résistance active et la résistance passive. La résistance active, c'était surtout les personnes qui se défendaient avec des armes, donc pour résister, comme par exemple les francs-tireurs. Il y a plusieurs sortes de résistance passive. Tout d'abord, il y a les personnes qui aidaient à passer les barrières électrifiées du fond de l'Isère. Ensuite, dès l'année 1914, les premiers réseaux de renseignement se créent. Ça va être le début de l'espionnage. Des marchés noirs seront organisés pour permettre à la population de se nourrir un minimum. La presse clandestine fait aussi son apparition, donc la plupart des journaux belges vont fermer, vont supprimer leur apparition hebdomadaire, d'où l'idée de journaux clandestins. Léon Capard et son épouse ont recueilli des soldats français dans leur chalet, qui existe toujours à la rue de la Jonquière à Leverval, sous l'égide de la Croix-Rouge, récupérer les soldats qui étaient soignés sur place et ensuite emmenés vers l'hôpital civil de Charleroi par l'autorité allemande. Ils ont pu, donc ce couple a hébergé et soigné des soldats français pendant environ 2 mois. Et l'année suivante, en 1915, Léon Capard, qui était ingénieur mais qui ne voulait plus travailler pour les Allemands, a été condamné pour fait de résistance, c'est-à-dire qu'on l'a accusé d'avoir fait passer des hommes au front, c'était tout à fait vrai. Et donc lui, il a été enfermé à la prison de Kassel en Allemagne, où il est resté 4 ans. Il a fait néanmoins acte de résistance, puisqu'il a créé un journal clandestin au titre satirique. Donc il avait détourné le nom d'un journal allemand pour le mettre à sa sauce, et dans lequel, évidemment, tout ce qui était côté satirique, ça marchait très bien, ça remontait à la fois le moral des civils, mais également, donc, dans cette prison, remontait le moral des troupes. Voilà. Il a, à son retour de captivité, d'emprisonnement,
il a fait ériger la petite chapelle en bois qui se trouve toujours au Tridé, à la rue Notre-Dame-de-Grâce. Voilà, donc cette chapelle est là depuis 1923. Les prisonniers étaient vus comme un atout stratégique, et ça depuis l'Antiquité. Il y avait 2 raisons en général d'être faits prisonniers. La première, pour la propagande, pour montrer aux autres pays qui sont les plus forts et montrer leur supériorité aux autres combattants. Ensuite, il y avait pour la main-d'œuvre. Les prisonniers sont vite vus comme une main-d'œuvre non négligeable en temps de crise. Il existait plusieurs camps avec des caractéristiques différentes. Il y avait les camps civils, de militaires, de représailles, là on envoyait les fortes têtes, et les camps spéciaux. Tout ceci suivait les mêmes règles, issues de la Convention de la Haye, écrite en 1907, qui stipulait que le prisonnier devait recevoir de la nourriture, être logé et soigné. Bien sûr, cette convention n'a pas pu être respectée vu le nombre considérable de prisonniers. Pour finir, les prisonniers n'ont pas reçu de reconnaissance, car ils ont vite été vus comme des lâches qui avaient fui le combat. Ils durent attendre 15 ans avant de recevoir une médaille. Pendant la guerre des désertions, elles ont été les plus fréquentes au début et à la fin de la guerre. La désertion la plus fréquente était l'abandon d'un poste. Puis il y a eu les mutilations volontaires, elles ont été les plus fréquentes au début de la guerre. Les soldats se brûlaient la main ou se tiraient une balle dans le pied ou la main. Ça s'appelait la bonne blessure. Pour commencer, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune liste d'anciens combattants d'établis. On entendait parler des déportés, des gens qui étaient déportés en Allemagne, des hommes, des femmes. Mais le problème, c'est que c'est toujours déformé avec le temps. Quand on raconte une histoire, ici et voilà. Donc, j'avais envie de faire un petit peu ce genre de recherche et je me suis dit, toutes les victimes, elles sont bien souvent sur les monuments aux morts. Mais les anciens combattants n'en parlent pas, ce serait intéressant de voir un peu quand est-ce qu'ils ont commencé la guerre, d'où, ce qu'ils faisaient pendant leur séjour, etc. Depuis les années 30-40, des gens à Loverval se sont intéressés à son histoire. Donc le premier, Alfred Boll, qui habitait Couillet, n'a pas publié de son vivant. Il a réalisé des notices qui étaient très peu diffusées. Mais les gens de Loverval dans les années 80, les passionnés de leur village, ont réuni ces notes et à partir de là, on continuait les recherches. On publiait un livre dans les années 80 autour de leurs recherches, autour aussi des souvenirs des anciens, évidemment. Des témoins indirects qui ont eu connaissance d'anecdotes autour de la guerre 14 par leurs grands-parents, voire leurs arrière-grands-parents. Et on essaye de mêler ça au discours de l'histoire qui s'articule autour de traces du passé, que l'historien essaye d'interpréter avec les outils de la critique historique. Et par rapport à cette histoire, on distingue entre guillemets l'histoire locale, la petite histoire, et la grande histoire, c'est-à-dire resituer Loverval dans la perspective de cette grande histoire qui est plutôt axée sur les causes géopolitiques, économiques, philosophiques de la guerre 14-18. On peut ainsi résumer les causes de la Première Guerre mondiale en les liant entre elles. La première est le nationalisme ambiant qui entraînera un climat de conflit. La seconde est le capitalisme qui entraînera un impérialisme colonial, une course à l'armement et enfin les crises marocaines de 1905 et 1905.
14-18 est un collectif français de recherche internationale et de débat sur la guerre 14-18. Ce collectif est né en 2005 et s'oppose à certaines explications que l'historien donne à cette guerre. Pour le CRID, dont fait partie entre autres Frédéric Rousseau et Rémi Casals, les soldats sont soumis à une hiérarchie militaire répressive dans une société habituée à obéir. Ils se battent donc car ils n'ont pas le choix, mais non par patriotisme. Il reproche à l'historial de sélectionner des témoignages des gens des élites, qui sont donc non exposés en première ligne, et d'en déduire de la quasi-absence de mutinerie en consentement sincère de poilus. L'historiel reproche au CRID et à la plupart des films tels que Joyeux Noël ou Un long dimanche de fiançailles de réduire la Première Guerre mondiale à un théâtre géopolitique dans lequel les états-majors envoyaient des millions d'hommes au casse-pied. Il y avait au total 9 médailles dédiées aux soldats belges de 14-18, d'autres étaient dédiées uniquement aux civils ou aux marins. Parmi ces 9 médailles, il y en avait 3 qui s'obtenaient en fonction des années passées au sein de l'armée, comme l'ordre de Léopold II, et 6 autres médailles en fonction de diverses actions faites pendant 14-18, comme la médaille de l'Isère qui s'obtenait pour tous ceux ayant combattu là-bas. Pour les monuments aux morts, il faut savoir que ce sont des documents qui nous permettent de comprendre les représentations de la guerre, afin de montrer que des personnes ne sont pas mortes pour rien, mais aussi pour retrouver une identité nationale et un avenir, car la Belgique n'avait pas encore un siècle quand la Première Guerre mondiale a éclaté, et elle en est ressortie profondément marquée. Donc les monuments représentent la guerre de manière fictive, afin de glorifier le sacrifice des hommes, qu'ils soient civils ou soldats, mais également redonner du courage aux générations suivantes afin de rebâtir une société et donc de retrouver une identité nationale. Voilà, je suis l'arrière-petite-fille d'Omer Coulon, qui était instituteur à Loverval au début de la guerre de 14-18 et qui a survécu à cette guerre de 14-18. Je m'appelle Karine Latour, le nom n'a plus rien à voir, mais bon, j'habite toujours dans la région et je m'intéresse très fort à cette histoire parce que j'ai eu la chance qu'ils vivent jusqu'en 1974, donc je l'ai bien connu puisque je suis née en 1960. Alors il a été blessé en 1917 par un bombardement d'un avion allié qui était simplement en train de liquider ses bombes parce que lui-même avait été touché. Et avant un atterrissage risqué, le copilote essayait de dégager le plus possible les bombes qu'ils avaient dans la carlingue avec eux. Il a donc jeté une bombe sur un train de la Croix-Rouge qui était pourtant bien reconnaissable. Ils étaient bruns avec le sigle de la Croix-Rouge peint sur les côtés et sur le toit. Mais je pense que ce monsieur a surtout veillé à sa survie à lui. Et donc la bombe est tombée sur le wagon, a tué évidemment tous les blessés qui étaient déjà chargés dedans. Et mon arrière-grand-père qui se trouvait devant le train en train de charger les blessés a aussi été grièvement blessé. Il a été considéré comme mort et on l'a porté avec les autres corps pour l'enterrer dans une fosse commune. Et suivant un serment que s'étaient fait tous les amis de Loverval, ils allaient, quand ils apprenaient qu'un de leurs compagnons avait été tué, rechercher la plaque et les gants pour la veuve. Et son compagnon, en le voyant, en allant rechercher sa plaque, a vu qu'il bougeait toujours. Faiblement, mais il vivait toujours. Donc il l'a signalé à une infirmière anglaise qui l'a tout de suite emmené pour le faire opérer par le docteur de Page. Donc déjà là, elle a dû assez bien le conditionner et il a été opéré après par le docteur de Page et il a survécu à cette opération, à la gangrène et à une transfusion sanguine de l'époque qui était assez primitive. Grâce à Ricoeur, on distingue 3 types d'abus de la mémoire. Le premier, provoquant la mémoire empêchée, est la difficulté de se souvenir ou de se rappeler d'un événement traumatisant.
En effet, si un deuil et un recul critique ne sont pas correctement mis en place pour les contemporains, il peut arriver ce que les psychanalystes appellent une compulsion de répétition, c'est-à-dire un réel traumatisme provoquant l'oubli de certains détails. Ensuite, l'histoire est modifiée par la mémoire manipulée. Ce type de bouleversement reprend les manipulations idéologiques apportées à l'esprit du peuple d'après-guerre. Ce phénomène vise à justifier l'autorité du pouvoir mis en place et à le révéler comme étant indiscutable. Cette manipulation a aussi souvent tendance à victimiser certaines figures importantes pour placer le reste du monde comme étant redevable. Enfin, apparaît la mémoire obligée, où la mémoire se distingue comme étant un devoir plus qu'autre chose, qui peut consister à rendre justice aux victimes, à rechercher les causes, voire l'agresseur même. C'est sur cette authenticité obligatoire que peuvent s'imprimer des exagérations. Cette idée de devoir fait adhérer une notion de dette qui nous fait replonger dans l'idée d'être redevable. Pour terminer, Ricoeur explique que, selon lui, ces trois formes de mémoire modifiées se rassemblent pour former la mémoire collective ainsi que la mémoire individuelle, formant une double vision historique. Ainsi, il ne faut pas oublier de prendre en compte que l'histoire qui nous est aujourd'hui racontée n'est pas forcément si objective que ce qu'elle en a l'air, et qu'elle est à prendre avec une vision tout aussi critique que n'importe quelle autre information.